Bonsoir tout le monde pour cet enregistrement en replay de notre événement du jeudi 6 mai à 19h30. En replay pour des raisons de protection de données aussi de certaines personnes qui ne souhaitaient pas être enregistrées. J'ai choisi de refilmer et d'enregistrer cet événement un peu plus tard, donc qui est un webinaire dont vous n'aurez pas malheureusement Salia, notre présentatrice, que je vais présenter. Donc, l'événement consacré aux retraites et à la fiscalité pour les Français d'Allemagne. Donc, Salia, qui modérait l'événement, est notre numéro 2 sur la liste citoyens, citoyennes engagés, écologistes et solidaires, qui se présente aux élections consulaires du 30 mai prochain. Salia est conseillère municipale des Bündnis 90 Die Grünen à Düsseldorf, et est engagée en tant que citoyenne depuis très très longtemps sur les questions de justice fiscale, de taxation des transactions financières, de taxation des multinationales, finalement au niveau macro, toutes les choses qui peuvent être faites pour éviter l'évasion fiscale de nombreuses entreprises et citoyens qui pèsent finalement sur les impôts des autres citoyens. Moi-même, je suis Florian Chiron, je suis conseiller consulaire sortant. Et mon métier est depuis 18 ans celui de conseiller les Français aussi sur leurs questions de fiscalité, de retraite, de sécurité sociale. Et donc ce soir, j'interviendrai non pas, enfin à la fois en tant que professionnel et aussi en tant que conseiller des Français d'étrangers sortants pour montrer quel est l'état des lieux sur ces questions-là de retraite et de fiscalité, et puis les propositions que nous avons pour plus de justice sociale et d'équité. Donc, je suis moi-même non candidat au renouvellement de mon mandat, parce que je suis aussi élu à Francfort comme conseiller au Conseil des étrangers de la ville. Et donc, j'ai choisi de ne pas me représenter. Donc, je suis septième sur notre liste, en soutien évidemment aux élus et futurs élus. Donc, on va commencer. Et on voit le sommaire avec les drapeaux franco-allemands et le drapeau européen, parce que ces questions-là se règlent non pas en France, non pas en Allemagne, mais aussi au niveau de l'Europe et dans tous les pays. Et c'est une force qu'on a, nous, chez Écolo Solidaire, c'est que nous avons des liens avec des personnes, évidemment, au Sénat, mais aussi des liens avec des personnes au Bundestag, au Landtag de différents Länder et au Parlement européen pour faire avancer ces questions-là, et puis d'autres questions liées, par exemple, à la justice sociale ou à l'écologie, aux protections du vivant, et toutes ces questions-là que se posent notre famille politique ou nos familles politiques d'écologistes et solidaires, car nous sommes soutenus par différentes mouvances politiques, par Français du Monde ADFE, par les Grünen, par le SPD, par Europe Écologie Les Verts, par le Parti Socialiste, la France Insoumise, Génération par exemple, donc énormément de partis de l'écologie et de la gauche qui nous soutiennent et qui soutiennent ces valeurs-là d'écologie et de solidarité. On verra ce que fait un conseiller ou une conseillère des Français à l'étranger, ne fait pas. Les principes de base sur la sécurité sociale et les impôts en Allemagne, la fiscalité des Français en Allemagne, donc, et les retraites et les ruptures d'égalité entre Françaises, un vaste programme. Concernant ce que font pas les Français, les conseillers, nous sommes conseillers, nous ne sommes ni fiscalistes, ni avocats, ni juristes. Nous ne sommes pas habilités à régler avec vous des questions fiscales ou des questions sociales complexes. On est seulement des intermédiaires et on transmet de l'information et on transmet des contacts avec des personnes qui peuvent répondre à vos questions individuellement. Et puis après, on a un rôle politique dans le sens où on va élire des sénateurs et des sénatrices qui vont défendre certaines valeurs et auprès desquelles on va pouvoir transmettre des informations et des revendications. Donc c'est notre rôle sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Attention, beaucoup de choses que certains disent ne sont pas possibles de réaliser en tant que conseiller. C'est d'ailleurs un problème en politique, c'est que souvent certains s'engagent sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucun impact, et après on s'étonne que les citoyens et citoyennes ne veulent plus voter pour des gens qui ils ont menti, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont dit. Donc nous, il y a des choses ce soir qu'on va annoncer qui peuvent être faites qu'au niveau national, au niveau supranational, au niveau européen, et sur lesquelles nous, on va pousser pour que ça se passe. Mais on ne pourra pas les faire en tant que conseiller. Par contre, l'information,
dire comment ça fonctionne, quelles sont les pistes d'amélioration, ça, nous pouvons très bien le faire et c'est ce que nous faisons ce soir. On va voir les principes de base sur les impôts. Donc, il y a la France et l'Allemagne. En France, on ne s'inscrit pas à la mairie. En Allemagne, on s'y inscrit. C'est obligatoire sous 2 semaines. Et dès qu'on se déplace dans le pays, on doit changer d'immatriculation et se réinscrire. Donc, si Salia, ma collègue qui est à Düsseldorf, déménage à Cologne, sacrilège, mais elle y va quand même, elle doit s'inscrire. Et suite à ça, suite à la première inscription en Allemagne, on attribue un Steuer-ID. Ce Steuer-ID est envoyé au sein des impôts, à l'employeur, à l'assurance maladie, au Meldebehörden, c'est-à-dire aux mairies, qui est ce Steuer-ID, le numéro fiscal que vous recevez, le premier document officiel que vous recevez de l'État allemand, qui est votre numéro d'identification fiscale. Et il est attribué à vie, et il s'applique sur tout, à peu près tout. Donc, les impôts, la Familienkasse, l'employeur, les déclarations de revenus, la banque, les assurances, Pôle emploi. Tout le monde a besoin de ce numéro-là. Vous le retrouvez sur votre feuille d'impôt au niveau pour les employés, hein, ce numéro-là, donc gardez-le bien en tête. Et ensuite, vous avez un Steuernummer qui vous est attribué par le Finanzamt de la ville, donc le centre des impôts de la ville dans laquelle vous habitez. Et donc, il peut varier si vous êtes amené à déménager. Donc, ce numéro-là, on en a besoin pour le centre des impôts, pour le fisc, pour la déclaration fiscale. Pour certains produits défiscalisants, et il ne sera pas évidemment question de ces choses-là ce soir. Enfin, le numéro de sécurité sociale, vous le recevez après votre inscription à l'assurance maladie normalement. C'est un numéro délivré par le Deutsche Rentenversicherung qui s'applique pour l'assurance retraite, la maladie, la dépendance, le chômage, le Arbeitsamt, pour votre employeur quand il vous déclare, quand il paye ses cotisations. Donc ce numéro-là, c'est celui qui est très important, par exemple, pour faire valoir vos droits à la retraite. Hein, donc conservez-le là aussi. Les principes généraux de la résidence fiscale, ils sont les suivants. Et il faut évidemment y penser parce que souvent on entend plein de choses, on lit plein de choses sur les réseaux. Donc on peut être résident fiscal que d'un seul pays, ça c'est essentiel. On ne choisit pas sa résidence fiscale, elle est imposée par les textes. Et la résidence fiscale entraîne une obligation fiscale illimitée, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur le revenu du monde entier. Il y a une imposition fiscale limitée, par exemple, pour quelqu'un qui vit en France et qui aurait des appartements en Allemagne, il doit continuer à déclarer ses revenus fonciers en Allemagne et il a une imposition qu'on appelle une Beschränkte Steuerpflicht, une imposition fiscale limitée. La convention fiscale, elle sert pour fixer les critères à apprécier pour la détermination de la résidence fiscale. Ça veut dire quoi? Souvent, on dit ah ouais, les règles des 183 jours, etc. Donc, les 183 jours, vous les mettez dans un tiroir et vous les oubliez. Ce n'est pas du tout le critère premier. Le premier critère, c'est par exemple le centre des intérêts économiques ou le centre des intérêts vitaux. Donc, si vous travaillez en Allemagne, si vous avez une famille en Allemagne, etc., vous êtes résident fiscal Allemagne, même si vous passez 4 semaines de vacances à l'étranger. Ça marche comme ça. Et enfin, en fonction de la résidence fiscale, la convention fiscale détermine quel État impose quel revenu où. Les revenus fonciers, les revenus financiers, les revenus de rente. Et il y a une convention fiscale par pays. Hein, donc, les règles entre la France et l'Allemagne ne sont pas les mêmes qu'entre la France et la Belgique ou la France et le Royaume-Uni, par exemple. Là, c'est complètement différent. Ou imposer quoi? Donc, vous êtes résident en Allemagne, vous imposez en France vos revenus du travail s'ils sont payés par une puissance publique française. Donc, par exemple, vous êtes fonctionnaire du consulat, vous êtes fonctionnaire travaillant en école française, vous payez vos impôts en France. Vous touchez une retraite de la CNAV ou une pension civile de fonctionnaire de la France, vous payez ces impôts en France. Vous avez des revenus fonciers, donc location d'un appartement, de SCPI, d'un immeuble, que sais-je encore, vous payez les impôts en France, même si vous vivez en Allemagne. Par contre, si vous êtes en Allemagne, vous avez un employeur privé, vous payez vos impôts en Allemagne, même si l'employeur est situé en France. Vous avez un employeur public allemand, vous payez vos impôts en Allemagne. Si vous avez des rentes privées, y compris les rentes venant de France, de Agir Carco par exemple, vous payez vos impôts en Allemagne sur ces rentes. Les revenus fonciers allemands sont toujours imposables en Allemagne, en tout cas entre la France et l'Allemagne, c'est toujours en Allemagne. Et les revenus financiers de toute origine, attention, il y a souvent des erreurs qui sont faites. Ce qui provient d'assurance vie, de PEL, de livret A, de dividendes sont imposables en Allemagne, là aussi. Hein.
Donc, il y a beaucoup de concitoyennes et concitoyens qui font ces erreurs et qui oublient de déclarer ces choses-là. Un bout d'un moment, ça se sait, et la douloureuse est très amère. Le fisc qui fait des redressements, pas très sympathique. Donc, déclarez vos revenus et oubliez tout ce qu'on vous dit sur les règles de ces contrats-là français. Ça ne vaut plus pour l'Allemagne. Donc, faites-vous quand même conseiller. Ne croyez pas qu'en mettant une adresse fictive en France ou de vos parents, ça marche. Non, ça ne marchera pas. Ça n'empêchera pas l'imposition française et ça vous rendra toujours redevable de l'imposition allemande. Donc, ne trichez pas. Ce serait notre premier conseil. En France, comment on impose? C'est un système compliqué qui a été mis en place. Donc, le nouveau gouvernement a voulu en 2019 réformer la fiscalité des Français d'étrangers. Ils se sont dit on va imposer à 20% les revenus jusqu'à 25 000 € et à 30% au-delà. Il y a eu un tollé parce que ça pénalisait énormément de Français qui étaient habitués à un autre schéma avant, plus favorable. Et donc, suite à ce tollé, il y a eu un moratoire, notamment parce que le gouvernement avait des peurs au niveau électoral. Et pendant ce moratoire, ils ont discuté. Et donc, ce qui se passe, c'est que la nouvelle réforme, c'est le taux d'imposition jusqu'à 25 000 € est de 20%, au-delà, il est 30%. Et si on a des revenus faibles, on peut déclarer au taux moyen. Alors, c'est très compliqué. Ça veut dire quoi? Que vous déclarez en France vos revenus mondiaux. Donc, admettons, vous avez un appartement en France, vous ramenez 5 000 € de revenus. Si vous faites le taux normal, minimum, vous payez 20% des 5 000 €, c'est-à-dire 1 000 €. Si vous dites, moi, mes revenus en Allemagne, j'ai que 10 000 € en plus de ces 5 000, vous les déclarez aussi en France et le fisc français va dire, ah, vous êtes à 10 000 plus 5 000, 15 000 €. Vous avez un taux de 11% qui s'applique. Ils vont calculer un taux moyen. Ils vont appliquer ce taux moyen aux revenus fonciers que vous avez. J'espère que c'est un peu plus clair, mais en tout cas, ça permet finalement d'être traité en France comme si on avait gagné tous ces revenus en France et donc d'être fiscalisé sur un taux moyen plus faible que le taux forfaitaire de 20%. Donc, c'est avantageux dès lors qu'on a des revenus faibles. D'après mes calculs, c'est pour des revenus à partir en deçà de 40-50 000 € que ça vaut le coup. Cependant, c'est évidemment difficile d'usage et ça nécessite des ressources aussi financières pour avoir l'aide d'un tiers que quand on gagne moins de 40 à 50 000 €, on ne peut pas utiliser. Donc, c'est mieux que rien, mais ça pourrait encore s'améliorer. Et enfin, l'autre chose, c'est que sur les revenus à la source, prélevés à la source, par exemple les salaires ou les pensions civiles, il y a des taux de prélèvement à la source qui sont de 0 à 20% et qui sont libératoires, c'est-à-dire on n'a pas besoin de payer les impôts au taux qu'on a vu au-dessus. On n'a pas besoin de les payer en sus. Donc, un fonctionnaire de l'État français, il va être imposé selon ce régime-là, et si en plus il a un appartement en France, il sera imposé selon ce régime-là pour ses revenus fonciers. Ça a l'air compliqué, et c'est compliqué, mais c'est ce qui a été trouvé pour mettre tout le monde à peu près d'accord. La retenue à la source est donc avantageuse, évidemment. Donc, il n'y a pas de prélèvements sociaux pour les résidents en Allemagne qui sont assurés en Allemagne, uniquement pour les fonctionnaires, par exemple, qui payent la CSG en France. Et enfin, en Allemagne, on a application du taux revenu moyen, le progression de Sorbehalt, sauf pour les revenus fonciers. Donc, si on prend l'exemple toujours du fonctionnaire français qui paye ses impôts en France et qui a aussi des revenus en Allemagne, le fisc allemand va lui demander ses revenus français, il va les intégrer à ses revenus allemands, il va calculer un taux moyen d'imposition s'il devait avoir imposé sur tous ses revenus mondiaux, et il va appliquer ce taux d'imposition uniquement aux revenus allemands imposables en Allemagne. Donc, si on reprend un exemple, la personne qui gagne 40 000 € en France, imposable en France, et qui vit en Allemagne, et qui en Allemagne gagne 10 000 € ne sera pas imposée sur ces 10 000 € comme quelqu'un qui gagnait 10 000 € sans autre revenu. Le fisc allemand va dire, je prends les 10 000, je prends les 40 000, ça fait 50 000. Sur 50 000 €, vous devriez payer 18% d'impôts. Donc, le fisc note les 18%, et il les applique aux 10 000 € que vous gagnez en Allemagne. Donc, au lieu de payer 0 € d'impôt, si vous aviez que ces 10 000 €, vous payez 18% des 10 000. C'est finalement progression Sorbehalt, ce n'est pas une double imposition,
Ce n'est pas un scandale, c'est simplement pour éviter l'évasion fiscale et la répartition des revenus dans différents pays. C'est tout à fait juste. Sauf les revenus fonciers ne sont pas considérés en Allemagne au niveau du Progressionsvorbehalt. Donc, pour les personnes qui sont propriétaires foncières, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est juste une autre question? Donc voilà pour la partie fiscale. Donc on est sur des systèmes qui sont assez complexes. Et nous, en tant que conseiller consulaire, conseiller français de l'étranger, voilà, on s'est élevé, on s'est par exemple prononcé contre cette réforme au début qui était finalement injuste, qui rasait à 20% dès le premier euro les Français de l'étranger. Donc non, maintenant le système est plus juste, on s'est battu pour ça. On s'est aussi battu pour que les prélèvements sociaux soient supprimés. Désormais, ils sont supprimés pour les résidents de l'Union européenne. Mais notre rôle reste aussi de vous informer et de vous guider si vous avez des questions spécifiques. On va passer au système de retraite, qui n'est pas le moins compliqué, et surtout le système de retraite français pour quelqu'un qui est parti de France et qui allait vers l'Allemagne. Comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la formule de calcul de la retraite française part du salaire annuel moyen, ce qu'on appelle le SAM. Alors, le SAM, ce n'est pas que votre ami qui n'a pas bu, qui vous ramène de soirée, c'est aussi le salaire annuel moyen. C'est la moyenne des 25 meilleures années. On va y venir, c'est très important, ce calcul-là. Il est multiplié par un taux qui dépend de la durée de cotisation, ce sont différentes choses, et il est multiplié par un facteur entre le nombre de trimestres que vous devez avoir en France, par exemple 170 trimestres d'assurance, multiplié par le nombre de trimestres que vous avez cotisé réellement. Et ce nombre de trimestres cotisés réellement inclut les trimestres français plus les trimestres allemands. Donc, si vous avez 170 trimestres de carrière, sur 170, ça fait un facteur de 1, et donc vous aurez la moyenne des 25 meilleures années, multipliée par un certain taux qui dépend aussi de la durée de cotisation en France, donc qui fait que ce sera finalement une moyenne, enfin la retraite française sera basée sur le nombre d'années que vous avez fait en France, et vous aurez en plus de ça évidemment une retraite allemande. Donc, cependant, il y a quelques pièges à l'expatriation. Alors là, je suis désolé, j'ai pris un slide que j'utilise au niveau professionnel, mais vous avez des pertes de droits et des grosses décotes qui peuvent vous attendre si vous ne faites pas attention. Par exemple, les pièges des 25 ans du SAM, on va y venir, très important, les conjoints suiveurs et l'absence de complémentaire obligatoire en Allemagne. Cette partie-là, on ne traitera pas aujourd'hui, mais il est important de compléter sa retraite car le montant de la pension publique est très faible et donc il faut trouver des solutions adaptées. Donc là, il faut vous intéresser à ces questions-là, même si vous êtes amené à ne pas rester trop longtemps. Pour les conjoints suiveurs, on verra après les solutions, cotiser, obtenir des points, il y a des solutions, il y a des soutiens administratifs que nous, on peut fournir, mais pas que. Derrière, il y a des professionnels sur lesquels on pourra vous orienter le cas échéant. Valider les années d'études, c'est aussi quelque chose qui est possible. Enfin, les 25 ans de SAM, on peut planifier sa carrière et on peut aussi dire il faut changer ce système, et c'est une revendication que nous autres avons. Comment le SAM, c'est-à-dire le salaire annuel moyen, pénalise les carrières incomplètes? Alors, ce tableau, il explique tout. Il explique ce qui se passe pour un salarié qui aurait la carrière que vous voyez ici en bleu et la carrière que vous voyez ici en verte, et qui aurait l'addition des deux. Donc, un salarié français qui a commencé à travailler à 17 ans, à faire des petits jobs étudiants, vous voyez, avec des revenus faibles, c'est des revenus mensuels, ça. Revenus faibles mensuels en moyenne, mini-jobs, enfin des petits jobs, des trucs étudiants, un peu de précarité malheureusement. Après, il est passé en CDD, et puis après, il est passé en CDI avec un niveau de salaire, et puis il a eu des périodes de chômage. Il a des personnes où il s'est arrêté de travailler, peut-être parce que là, il a eu un enfant, peut-être parce que là, voilà, le chômage ou de formation, que sais-je encore. Et en fin de période, il a peut-être été invalide, et donc il a travaillé un petit peu moins, etc. Et donc, cette personne-là, on lui calcule son salaire annuel moyen sur ses 25 meilleures années. Et donc, c'est la moyenne, c'est ce qu'on voit, la ligne assurée en haut. Ben, si cette personne n'a que travaillé la période verte en France, ces 25 meilleures années, la moyenne, ce sera la ligne verte, c'est-à-dire 25% moindre.
Et s'il a travaillé que la partie bleue, par exemple un Français qui aurait travaillé jusqu'à l'âge de 40 ans en France et après serait parti en Allemagne, son salaire annuel moyen est inférieur de 51% à celui qu'a fait toute sa carrière. Et c'est une discrimination, pénalisation importante finalement des Français dès lors qu'ils partent, que ce calcul basé sur les 25 meilleures années. Pourquoi? Parce que vos années d'études où vous avez un salaire moyen ou très faible, voire les années en fin de carrière, vont diminuer votre pension. On voit des exemples ici. Un salarié qui a travaillé 15 ans en France, il aura une retraite de 1 000 €. Si en plus de ça, il a travaillé 2 trimestres sur 2 années consécutives pendant ses études, ça lui baisse sa retraite à 900 €. Et s'il travaille 6 mois parce qu'il se dit, moi, j'ai travaillé en France 15 ans, je rentre en France après mon séjour en Allemagne, mais je n'ai pas envie de faire du rien, je choisis un petit boulot, je fais 6 mois quelque chose, en tant que retraité, j'ai des compétences à faire valoir, et bien, il baisse sa retraite CNAV à 950 €. Finalement, on peut, avec le système français, travailler plus pour gagner moins, et ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on trouve juste, que la retraite baisse malgré le fait de travailler. Ça devrait monter, la retraite. On a des... Et ce problématique a été décelé il y a quelques temps par nous autres. On a une personne chez Europe Écologie qui a beaucoup travaillé là-dessus, et c'est une question qui a été posée en plus au ministère par Alexandre Château-Ducot, qui est un des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, un élu écologiste qui a posé la question en disant que pour les Français et Françaises qui ont travaillé une partie de leur carrière à l'étranger, certaines années de travail et de cotisation en France ne provoquent pas une augmentation, mais au contraire une diminution de la retraite française. Et le ministère a dit que le mécanisme supposé protecteur s'avère en réalité inéquitable et désavantageux pour les carrières dites incomplètes, témoignant d'accidents de carrière. Évidemment, le ministère n'a rien changé à ça, mais c'est arrivé et c'est quelque chose sur lequel il faut continuer à se battre pour faire en sorte que le système soit différent. Notre proposition va intervenir après sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour contrer ça. En tout cas, essentiel d'avoir ça en tête. Si vous avez travaillé moins de 25 ans en France, vous êtes pénalisé à être parti en Allemagne par rapport à quelqu'un qui serait resté en France, et ce n'est pas obligatoirement normal. L'autre mode de calcul défavorable, c'est les personnes qui commencent leur carrière en France. Pourquoi? Parce que vous voyez en bleu, c'est l'évolution du SMIC net annuel. Et quand on a gagné un salaire au SMIC au début de carrière, ça peut être 2 SMIC par exemple, et ben, c'est revalorisé, la valeur du SMIC est revalorisée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Sauf que la revalorisation, elle n'est pas du tout au niveau du SMIC. C'est-à-dire que quelqu'un qui a gagné un SMIC en 71, son SMIC, il a la valeur, il a 70% de la valeur du SMIC actuel. Ce qui veut dire que quand on calcule un salaire annuel moyen, la personne qui aurait gagné ce niveau-là de salaire pendant 25 ans, il a un niveau de retraite qui est tout en haut. On voit la ligne bleue assurée. Si on ne prend en compte que ses 25 premières années de travail, par exemple, parce qu'il est parti à l'étranger, il a 20% de moins. Alors qu'il a gagné le SMIC, la même chose. Et s'il a travaillé que les 10 premières années de sa vie, il a gagné toujours la même chose. Le SMIC, il a 28% de salaire en moins. Donc c'est une deuxième injustice, une deuxième discrimination, une deuxième dévalorisation des personnes qui ont commencé leur activité en France. Exemple, vous avez cotisé de 25 à 45 ans en France, vous avez 1 000 €. Vous avez cotisé de plutôt 45 à 60 ans en France, je me suis trompé, vous avez 1 200 € parce que les années à la fin de votre vie en France sont plus avantageuses que celles au début. Et on ne voit pas pourquoi. Le revenu est resté le même, 2 SMIC, toute la durée. La rente est plus élevée si vous avez travaillé à la fin qu'au début. C'est le grand miracle du système de retraite français, une grande injustice. Donc, si on résume les inégalités des Français à l'étranger et de l'étranger à la retraite, le SAM, il est calculé sur les 25 meilleures années. Il inclut aussi les plus mauvaises, on l'a vu. Vos années d'études, vos années de chômage, tout ça, elles sont incluses dans les 25 meilleures années françaises, donc ce qui diminue votre pension. Et la retraite, elle est revalorisée sur la base de l'indice des prix et non des salaires. Donc, si vous avez commencé à travailler dans les années 70-80, la valorisation de votre revenu de l'époque n'est pas au niveau de ce qu'il vaudrait aujourd'hui. Et donc, par exemple, le SMIC
77 revalorisé par la CNAV est de 783, alors qu'en 2020, il est de 1219. Donc, il y a une dévaluation de 35% des années faites en début de carrière. Or, ces années faites en début de carrière sont celles qui vont compter pour vous, Français de l'étranger, dans le calcul de votre retraite. Alors que pour un Français qui reste en France, en général, ce sont ces années de fin de carrière qui comptent. Enfin, dernière chose, les conjoints et conjointes, surtout suiveuses, perdent des trimestres et donc sont donc victimes de la double décote, à savoir double décote. Elles ont moins de trimestres ici et elles ont un taux moindre parce qu'elles ont cotisé moins longtemps. Double décote, double peine pour les conjoints suiveurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on informe et on renseigne, notamment vous, mesdames, qui sont souvent dans cette catégorie-là. Informez-vous et vous pouvez cotiser à des systèmes qui permettent de compenser, par exemple à la Caisse des Français de l'étranger, pour garder vos trimestres et vos droits. Qu'est-ce que nous proposons, nous autres écologistes et solidaires? On propose d'agir et de combattre contre ces injustices, et pour l'instant, on est malheureusement bien les seuls. On demande un calcul équitable de la retraite de base pour les Français qui ont passé une partie de leur carrière à l'étranger. Pour les carrières qui sont courtes, c'est-à-dire moins de 25 ans, on calcule le salaire annuel moyen, non pas sur les 25 meilleures années, mais sur le même pourcentage, quelle que soit la durée. Donc, par exemple, pour un salarié français normal, il a cotisé 25 ans on a pris en compte ses 25 meilleures années sur une carrière de 43 ans. Donc 25 43e, ça fait 60% par exemple. Et donc, on pourrait très bien dire, le salaire annuel moyen, c'est 60% c'est les 60% meilleures années. Enfin bref, vous m'avez compris. Désolé. Donc, c'est les meilleures années, 60% des meilleures années sont prises en compte pour le calcul du salaire moyen. Donc ça, c'est nous une demande qu'on fait et qu'on va continuer à faire avec nos élus, avec nos sénateurs, avec nos sénatrices, avec les députés avec qui on est en contact. Et c'est quelque chose d'indispensable. Et le deuxième chose, c'est d'éliminer dans ce calcul du SAM, s'il en reste, les années de travail qui font baisser la retraite. Par exemple, s'il reste des années d'études, on les enlève pour ne pas baisser la retraite parce que c'est vraiment injuste de travailler plus pour gagner moins, en fait. Pour faire l'inverse d'un discours d'un célèbre président que nous n'avons pas soutenu d'ailleurs. Quelles sont les inégalités dont sont victimes les Français de l'étranger? Deux, c'est de revaloriser les salaires anciens en fonction de l'évolution des salaires. Donc voilà. Et après, donc là, jusqu'ici, on était dans des choses que nous, on ne peut pas faire en tant que conseiller des Français de l'étranger ici au niveau local, à Francfort, à Düsseldorf, à Cologne. On peut que dire à des députés, à des sénateurs, et idéalement des amis politiques, des gens avec qui on est en contact régulier dès maintenant, qui nous soutiennent dans ces élections, à des députés européens d'influencer pour que les lois s'harmonisent, à des députés allemands parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc ça, on peut le faire. Et pour vous, on peut faire surtout ces deux choses-là. C'est fournir une information spécifique aux Français qui ont travaillé à l'étranger, donc ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, vous permettre de contacter directement des conseils spécialisés. Et puis au niveau politique, assurer la présence de représentants des Français de l'étranger aux côtés des partenaires sociaux quand ils négocient sur les systèmes de retraite. Actuellement, les partenaires sociaux, ce sont les syndicats et ils représentent bien légitimement les salariés qui travaillent en France. Donc, ils ne se préoccupent pas forcément des salariés qui sont partis de France. C'est bien dommage, donc ce serait au rôle des représentants des Français de l'étranger d'intervenir dans ces négociations. Qu'est-ce qu'on prône d'autre nous-mêmes pour les Français d'Allemagne? C'est aider les conjoints suiveurs à obtenir les points de retraite pour l'éducation d'enfants. C'est important ce point-là. Si vous ne travaillez pas pendant les 3 premières années de l'éducation d'un enfant, vous avez des points de retraite. Donc il faut faire la demande pour les obtenir. Donc ça, on peut vous aider, vous donner des informations, vous dire quel formulaire remplir. Et idem, les anciens étudiants, et ça c'est quelque chose de spécifique à l'Allemagne et qui est très intéressant. C'est en tant qu'étudiant, vous pouvez faire valoir 3 années d'années d'études auprès de la caisse de retraite publique allemande. Et ces 3 années d'études vont compter, quand vous faites votre demande de retraite française, elles vont compter comme des années de durée d'assurance au régime général. En d'autres termes, vous gagnez 3 ans
pour atteindre les 170 trimestres. Vous gagnez 12 trimestres, ce qui est quand même intéressant. 12 trimestres, finalement, gratuitement, ce qui permet de prendre sa retraite française 3 ans avant, en fait. Hein. Donc ça, pensez-y, faites-le aussi. On peut éventuellement vous orienter vers des personnes qui le font. Donc voilà les choses sur lesquelles nous, on peut vous aider. Le dernier point pour finir cette présentation, c'est le salaire, c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire la santé. Donc la santé, l'assurance santé en Allemagne à la retraite, elle est payante. Hein. Elle n'est pas gratuite. Il y a des légendes urbaines là-dessus, mais non, elle est payante. Et elle est payante de cette manière suivante. Elle dépend du dernier salaire, dans quel pays vous avez travaillé le dernier mois, le dernier jour de votre carrière. Donc si c'est en France, vous payez la sécurité sociale française et donc la CSG. Donc vous pouvez travailler en France, partir en Allemagne, vous installer en Allemagne à la retraite et payer la sécu en France et donc la CSG en France, c'est-à-dire 9%, quelque chose comme ça. Si votre dernier salaire il est perçu en Allemagne, c'est la sécurité sociale allemande, même si vous rentrez en France, en Espagne, peu importe où, au soleil par exemple, et la CSG n'est pas exigible dans ce cas-là. Les cotisations à la retraite sur les retraites, c'est 11% en Allemagne, donc à contrario de 9% de CSG. Et sur les autres revenus, sauf certaines exceptions, des assurances vie, des contrats de retraite complémentaires privés, etc., il n'y a pas de cotisation sociale. Sur les autres revenus, vous payez 18% de cotisation sociale. Et ça inclut notamment Agirc et Arco, donc c'est vraiment assez lourd. Hein. On arrive très vite pour un cadre supérieur qui prend sa retraite, qui a gagné l'équivalent de 3 ou 4 SMIC, de payer très vite 4 à 500 € de cotisation d'assurance maladie publique à la retraite. Donc voilà comment ça se passe. Donc, important à savoir. Et donc voilà, quel est notre objectif ou nos objectifs finalement, hein, c'est vous aider à comprendre le système. Hein, on ne peut pas tout faire, hein, ce qu'on vous a dit. Hein, on est très humble par rapport à ce qu'on peut faire. Hein. On a certains concurrents qui disent on va faire ci, ça, mais en fait, c'est pas possible parce que pour faire ci, ça, il faut qu'ils aient des sénateurs, il faut qu'ils aient une implication au niveau politique. Hein. Si on est apolitique, soi-disant, on ne peut pas faire ça. On est obligé d'être bien influencé et évidemment les gens auprès de qui on travaille et leurs valeurs vont dépendre de ces personnes, vont dépendre le combat contre par exemple les injustices frappant les petites retraites, les petits revenus, ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, ce qu'on a vu ce soir, donc pour vous aider à comprendre, voir où sont les injustices, où il y a des calculs qui sont pénalisants pour les Français de l'étranger et faire remonter ces informations aux parlementaires français, allemands et européens. Enfin, vous accompagner au quotidien pour vos différentes questions. C'est notre engagement et c'est celui que portent les élus de la liste écologiste et solidaire, dont Salia Ouamar qui co-organise avec moi ce webinaire et qui évidemment n'est pas là dans cette session d'enregistrement. Et cette liste menée par Olivier Pascal, dont je vous invite à soutenir lors du scrutin du 30 mai, à prendre contact avec nous, à nous donner votre avis, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, Florian Chiron, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me googler et me contacter si vous avez des questions spécifiques. Je le ferai volontiers et ce genre de session, nous le ferons aussi régulièrement avec les élus où ils m'inviteront pour venir vous parler un peu de l'actualité à ce niveau-là, car c'est important. Moi, je resterai au contact des élus de ma liste. Je continuerai d'apporter les compétences qui sont les miennes, car ce sont des questions compliquées et passionnantes, et surtout tellement importantes pour vous toutes et tous. Donc, faut bien avoir ça en tête et se battre pour vos droits. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne élection et merci encore pour votre soutien. À très bientôt.